Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et d'une pointe d'opinion, particulièrement aujourd'hui. Si je voulais immédiatement faire fuir mon invité, j'annoncerais un humoriste engagé. Et pour un combo façon Street Fighter, je citerai Coluche, Desproges et bonus point pour la mention du fait qu'il serait aujourd'hui en prison. Si j'avais ne serait-ce que 10% de sa surface ou de son culot, c'est selon, j'aurais pu me lancer comme lui en disant j'ai rien écrit. Et dans ce cas, le meilleur de moi aurait été cette phrase dis donc Il est toujours en tournée avec son spectacle Une heure à tuer, par exemple le 18 avril au Zénith de Nancy, le 23 au Zénith d'Orléans ou encore le 24 au Zénith de Rennes. Il est aussi l'instigateur et le MC du Festival d'humour de Saint-Denis, dont la 3e édition se déroulera du 29 avril au 3 mai. À l'affiche et de manière non exhaustive, Adèle Fugazi, Laurie Perret, Jason Brokers, Jérémy Nadeau. Et bonjour Walidia. Ça va ? Je vais respirer maintenant. Ouais. Est-ce que tu as un sosie pour occuper le terrain à ce point ? Non, c'est la drogue qui me fait tenir essentiellement. Comme tout le monde. Comme tout le monde, évidemment. comme il se doit. Tournée toujours en cours ? Ouais. De grosses salles ? Ouais, là c'est ma plus grande tournée. Ouais, ça se remplit super bien. Ouais. On est très contents. Est-ce que tu as les pieds qui touchent toujours terre ou... Ouais, mais parle-moi correctement. Mais baisse d'un ton tout de suite, ce serait vraiment mieux. Avant qu'on parle de tes multiples actualités, il y a une question récurrente dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Honnêtement, c'est indispensable. Je crois pas que j'ai passé, depuis que j'ai accès à quelque chose qui fait de la musique, une journée sans musique. Ouais. Je pense pas. T'écoutes de la musique avant de monter sur scène ? Ouais, beaucoup. Quel genre ? Beaucoup. Honnêtement, j'ai des phases. Je peux passer du hard metal au zouk, moi. J'ai pas de souci. J'ai une très grande polarité musicale. Métal, t'écoutes quoi par exemple ? Pardonne ma curiosité. Là, je me suis fait... Et en fait, j'ai réécouté des classiques, genre les Linkin Park et tout ça. Ouais. Et puis, des fois, je découvre des trucs et en fait, tu sais, c'est des recommandations, mais je vois pas les noms. C'est-à-dire que j'écoute le son, mais en fait, je vois pas qui j'écoute parce que c'est des recommandations d'applications, en fait. Donc, j'ai même pas les noms, mais je sais que je suis passé il y a eu du Sepultura. Très bien. Tu vois, il y a de tout, quoi. Ça met dans une certaine forme d'énergie avant de monter sur scène. Mais j'ai toujours écouté ce style de musique. La bagarre. Ouais, j'ai toujours écouté des trucs. J'aime ça, j'aime cette énergie-là. Très bien. Alors pour démarrer, moi j'ai tout simplement choisi Busta Rhymes parce que pourquoi pas. Et on écoute Break Your Neck. Le score sur Radio Nova. Busta Rhymes sur Nova, Break Your Neck, contrôle qualité. Je soumets donc le titre à l'invité. Est-ce que ça te va ? Bien sûr, ça c'est classique de chez classique de mon adolescence. Ouais. Busta Rhymes, on essayait de rapper comme lui, mais on n'y arrivait pas. Alors, comme dans le clip, c'est dans ce clip-là qu'il était en bélier. Ouais, il se tapait avec un bélier, par exemple. Entre autres. Comme nous tous, évidemment. Comme tous les lundis. Est-ce que ça te va si on démarre par le festival ? Oui. Allez, carrément. Le festival d'humour de Saint-Denis, créé en 2023. Tu en es l'instigateur. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou besoin de créer ce festival ? Moi, j'habite à Saint-Denis et en fait, je me rendais compte qu'il y avait très peu d'humoristes qui venaient à Saint-Denis, voire pas du tout. Alors qu'on est collé à Paris, alors qu'il y a un public, alors qu'il y a des salles, alors que... Je me dis, c'est pas normal qu'on soit pas sur la carte des humoristes, quoi. Et surtout qu'il y avait une grosse demande. Moi, je croisais plein de gens qui me disaient, alors, toi, déjà, quand est-ce que tu viens ? Parce que un monde honorable commence par soi-même. Ouais. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'installe quelque chose parce que je crois que l'impulsion peut venir que de ceux qui peuvent le faire. Donc je suis allé taper aux portes des salles, des mairies, etc. Et j'ai dit, moi, je veux le faire. Comment on procède ? En quoi est-ce qu'il est particulier, ce festival-là ? Je parle au patron, là. Ouais, en fait, déjà, on essaie de faire un festival très accessible. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des places, c'est maximum 15 € la place, alors qu'on va dire, normalement, c'est entre 30 et 50 € une place surtout en festival, une place de festival. Donc, ça veut dire que les salles jouent le jeu, les artistes jouent le jeu, tout le monde sait que, voilà, on s'adresse à un public qui n'a pas le même pouvoir d'achat que le public parisien. Donc c'est ma première priorité et surtout après c'est d'emmener aussi bien des nouveaux talents, des gens que personne connaît parce qu'il y a une vraie curiosité à Saint-Denis. Saint-Denis ça a toujours été générateur de plein de talents dans plein de domaines et en même temps d'avoir des vrais confirmés qui viennent pour avoir des vraies têtes d'affiche pendant les soirées. Donc c'est un grand écart de talent, quoi. Alors justement, t'es quel genre de programmateur ? Parce que c'est toi qui fais la programmation aussi. Moi, je marche au mieux avec les gens que j'ai déjà vus.
Parce que j'essaie d'aller voir le plus d'humoristes possible. Encore une fois, c'est une activité hyper chronophage, quoi. Ouais, quand on est sur scène. Il y a les réseaux aujourd'hui, il y a les réseaux, donc on peut. Je scrolle, je suis un programmateur scroller. Non, je vois, et puis j'ai plein de copains dans ce milieu que j'ai envie d'inviter. On essaie d'avoir un truc éclectique, d'avoir tous les sujets. Qu'à chaque soirée en fait soit ce soit pour un public spécifique qui va avoir un artiste spécifique qu'il a envie de voir comme je sais pas moi Tom Baldetti, Adèle Fugazi, on a Oumoud Koker et Sophia Bellabès qui font aussi des 30-30, c'est-à-dire ils font 30 minutes chacun et au lieu d'avoir 10 humoristes il y en a 2 qui rentrent bien dans leur univers, etc. Et la soirée de gala que je présente moi avec là j'essaie d'amener peut-être un peu plus de tête d'affiche pour avoir une grosse soirée de fin, quoi. Ouais. Et il y a aussi des jeunes talents. Et ça, tu y tiens, c'est depuis la première année. Moi, j'ai été ça. j'ai été jeune. J'avais un peu de talent. Et donc, du coup, je me dis, il faut pas fermer la porte une fois qu'on est dans la position de donner un peu de lumière, quoi. Alors, c'est en toute modestie. Ça reste un festival qui est encore débutant. Mais je pense que ça démarre comme ça. Alors, il n'y a pas de raison que je ne donne pas leur nom à eux aussi. Kémil, Nicolas Benoît, Natacha Gomez, Pierre Hiller, Alix Masson. Est-ce que tu joues aussi un peu les coachs ? Ouais, j'essaie de pas faire le daron. Je veux dire, chacun est déjà dans sa route, dans son truc, mais bon, avec le temps que j'ai passé dans ce métier, il y a des trucs que je connais, il y a des petites clés que je peux donner, mais bon, ça reste chacun son univers, chacun son truc. Ce qui marche pour moi marche pas forcément pour les autres. Oui, puis parce qu'en plus, j'imagine que quand on est humoriste, le festival, c'est un exercice extrêmement particulier. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui viennent que pour toi. Il y a plein de gens à découvrir. Donc j'imagine qu'il faut être blindé de manière un peu différente. Je rapprocherais presque ça, si tu me suis, de l'expérience du Comedy Club, où les gens ne viennent pas pour une personne et doivent en même temps séduire un maximum. Il faut se démarquer sur un plateau. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui forme les humoristes aussi. C'est-à-dire, tu viens, tu as 5-10 minutes, tu dois convaincre en 5-10 minutes. Donc ta première minute, déjà, elle doit dire, écoutez-moi, ça va aller. Commencez pas à regarder vos textos ou avoir envie de pisser. Ça va bien se passer. Mais c'est super formateur. Moi, j'ai fait ça des années et des années, les plateaux. Et le rôle de maître de cérémonie comme ça. Moi, j'adore ça parce que je peux faire ce que je veux entre les passages des gens. C'est-à-dire que selon le passage qu'ils ont fait, soit je prends un bout de spectacle qui rentre bien, soit j'improvise un peu, soit je réagis directement sur ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est une récré, quoi. Et puis la soirée repose pas sur moi, vu que là je suis tout le temps en tournée, c'est tout le temps moi seul sur scène. Là, ça repose pas sur moi. Moins donc de pression. Je suis tranquille, moi, je sais ce qu'ils vont faire. Mais c'est marrant, d'un seul coup, j'ai du mal à te projeter en mode promoteur peignoir cigare, tu sais, en coulisses. Non, je suis pas encore comme petit. Ça. Viens lire le scénario dans ma chambre d'hôtel. Non. Ça, c'est non. On a dit que c'est non. C'est fini depuis 2016. Oui, c'est fini depuis 2016, bien sûr, évidemment. Le monde a changé. Non. Ah, mince. C'est le moment de faire... C'est le moment de faire une pause. J'annonce dans un instant ton spectacle, on va en parler. Et Bob Marley, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Bob Marley sur Nova et dans les playlists de Walidia, il y a un point d'interrogation à la fin. C'était vraiment une question très mal formulée. Bob ? Ah ouais, moi c'est mon père qui a écouté ça toute sa vie et donc j'ai été bercé par Bob Marley. Donc limite je l'écoute moins maintenant parce que je l'ai tellement écouté enfant que ça fait partie de ma vie vraiment. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas replongé dedans. Oui, mais est-ce que c'est vraiment l'énergie qu'il te faut avant de monter sur scène ? Pas avant la scène. Là, si je fais ça avant la scène, je vais y aller, mais ça va être un petit spectacle, de crooner. Ça va changer ton débit considérablement. On parle donc de ton nouveau spectacle, 1 heure à tuer, qui est toujours en tournée, beaucoup de dates complètes, je le disais, et déjà, je m'insurge, titre mensonger. Oui, parce que moi je fais comme les politiciens dont je parle, je mens dès le début. À la base, le spectacle devait durer à peu près 1 heure, mais en fait, je me suis Mais tu ne peux pas. Non, parce que c'est comme quand je faisais des chroniques, on me disait 3 minutes et elles en faisaient 8, mais c'est qu'en fait, il y a trop de choses, il y a trop de matière, il y a trop de problèmes, d'absurdité, etc. Donc, j'arrive pas à ne pas le faire. Et même là, je me retiens maintenant, je fais ça pour le prochain spectacle. Tout ce que j'écris, je dis ce sera pour celui d'après, parce que là, il fait presque 2 heures, donc il faut que les gens raccrochent à leur vie derrière. Oui, mais c'est surtout que c'est un spectacle dont la durée tient presque de la performance sportive. C'est ce qu'on me dit beaucoup. On me dit comment tu fais pour tenir comme ça. Mais en fait, je les vois pas passer. Moi, je suis tellement bien. Il y a un échange incroyable avec le public en plus parce que c'est un spectacle assez participatif. Donc il se passe toujours des choses différentes. Donc je les vois pas vraiment. Quand j'arrive vers la fin, je me dis déjà. Bon, juste tant que tout le monde n'est pas parti, c'est que
c'est que ça vaut le coup. Alors, tu parles de t'appuyer sur le public. Tu es le premier humoriste à avoir fait l'Adidas Arena, soit 7000 places, ouais. si je ne m'abuse. C'était en février dernier, avec quelques invités. Bon, vraiment très modestement, genre Omar Sy, ou pourquoi pas. Comment est-ce qu'on gère ce genre de volume ? Honnêtement, c'est beaucoup plus facile 7000 que 70. Tu vois, c'est 7000, j'ai forcé personne à venir, donc ils ont envie d'être là, et moi j'ai envie d'être là, tout se passe bien, on est très content de se voir, donc c'est juste il faut projeter un peu plus, parce que voilà, il y a des places un peu loin, donc il faut leur donner le même spectacle qu'à ceux qui sont au premier rang, mais franchement, à dépasser, on va dire, les salles de 200, 300, il n'y a plus de difficulté, c'est juste, c'est une énergie qui est décuplée à chaque fois. Oui, mais alors du coup, quand on a un spectacle qui est participatif, toute proportion gardée, la gestion du public... Ouais. Bah, je fais par pas zone. Ouais. J'ai la droite, le centre, la gauche. Et comme un hémicycle en quelque sorte, tout à fait. Je pose des questions à ces différents panels-là. Mais alors, je précise que toi, tu as une interaction avec le public qui n'est pas de nature moqueuse. Non, l'idée n'est pas non. de prendre à partie les gens ou de roaster, ou etc. Ouais. C'est vraiment comme dans un sondage, comme dans un... Exactement, c'est ça. Moi, je l'ai fait, hein. J'ai fait vanner le public et tout, on l'a tous fait, on adore ça, mais ça y est, je suis passé à autre chose dans l'exercice, parce que, en fait, je trouve que c'est trop facile. J'ai le micro, j'ai les vannes, j'ai les cartouches. C'est jamais de l'impro, hein. Quand on s'en prend en public, on sait très bien ce qu'on va dire selon la situation. Donc, en fait, je vois plus l'intérêt de faire ça aujourd'hui, alors qu'en fait, ils ont, eux, des choses à me donner, plus qu'à moi de leur taper dessus et de parfois même il y en a que ça peut mettre mal à l'aise, etc. Donc je préfère leur demander des choses et moi réagir à ce qu'ils me racontent et à construire ensemble. Quand on a rempli une capacité de 7000 spectateurs, le challenge d'après, c'est quoi ? En fait, je suis pas du tout dans les nombres, moi. Sauf quand il s'agit de donner des pourcentages et d'être très factuel sur l'effet que tu annonces. Sauf sur les recettes. Mais non, mais en fait, je me dis pas, il faut que je remplisse la plus grande salle possible. Je me dis juste, là, je suis en capacité 2, faisons-le. Mais si demain, ça se réduit et que je dois faire des salles plus petites, je le ferai avec le même plaisir. C'est juste que là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens, entre guillemets, qui ont envie de voir ce spectacle. Donc, il faut s'adapter et faire les salles qui vont avec. Mais tu crois pas qu'il y a une forme d'inconscience ? C'est-à-dire ? Je sais pas, où il faut une super confiance en soi, ou une forme d'inconscience de se lancer devant... Ah non, en fait... 7000 gens, quoi. Enfin, moi, ça me semble lunaire. Hein. Ouais, mais parce que moi, je fais ça depuis tellement longtemps que... Ouais, mais... T'as pas un groupe derrière ou quelqu'un sur qui tu peux dire non, le solo s'est planté parce que vraiment, c'est le bassiste. C'est toujours la faute du bassiste. Là, t'es tout seul, quoi. Les musiciens me disent ça souvent, comment tu fais pour gérer les silences, etc. Mais tout est dans la préparation. Ouais. C'est-à-dire que comme on s'est marbré la gueule sur des salles de 50 places où on testait des trucs, on se prenait des gros bides, etc., on a façonné ça pour qu'une fois que, voilà, on dit c'est bon, c'est maintenant, la salle est grande, il y a des grosses lumières, il y a plein de régisseurs et tout ça, on est prêt déjà. Je dis seul. Il y a Omar Sy, entre autres. Par exemple. Mais Omar, ouais, ça, par exemple, c'est plus flippant que tout seul. Parce que, d'avoir Omar ? Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ouais. Donc, on le fait pour la première fois sur scène. C'est quelqu'un. Alors, c'est Omar, c'est un comédien, il sait ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais ça reste une imprévue. C'est-à-dire, moi, je sais ce que je vais faire. Je sais, même quand je vais me planter, je le vois, je le sens. Bon, c'est pas grave, je sais que je vais faire mieux derrière. Mais quand il y a quelqu'un en face, il faut s'écouter, il faut se regarder, il faut être sur le bon tempo, etc. Et heureusement, Omar, c'est un professionnel, donc il répète. On a répété alors qu'il était à droite, à gauche, etc. C'est l'investissement qu'il avait. Tu vois le professionnel, en fait. Quand je vais venir, je vais être prêt. Et moi, c'est ma philosophie, c'est la sienne aussi, donc c'est pour ça que ça a fonctionné. Et vous jouez sur un enjeu qui est extrêmement malin, qui est le fait que sa parole est extrêmement scrutée tout le temps. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'extrait, il est sur ton compte Instagram. Oui. J'invite vraiment tout le monde à aller le voir. Nouvelle pause musicale, on n'a qu'à écouter MIA avec Bad Girls. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. MIA sur Nova avec Bad Girls, tout simplement parce que les femmes ont une place de choix dans le spectacle de Walidia. On va en parler dans un instant. On parle d'1 heure à tuer, un spectacle nommé aux Molières, catégorie humour, face à Nora Mzaoui, Bérangère Krief et Paul Mirabel. Comment est-ce que... Compétiteur dans l'âme ou vraiment... Non, moi, j'ai jamais marché aux récompenses. C'est sympa. En fait, ce qui me touche plus, c'est la réaction des gens. Quand je l'ai annoncé, qui disaient on a envie que tu gagnes, etc. Donc moi, j'ai pas besoin de validation de quelque institution que ce soit. Je le fais
je fais mon spectacle pour le faire. Je le fais pas pour être reconnu par X ou Y. Après, je serais très content de l'avoir. Mais si je l'ai pas, je vais dormir quand même. C'est rigolo parce qu'on avait cette conversation avec Pablo Mira qui disait qu'il avait hésité entre le premier et le deuxième spectacle, à l'idée de remonter, il n'était pas sûr. Ouais. Et puis que finalement, deuxième spectacle, il est nommé aux Molières. Je lui dis, ça doit rassurer. Il dit non, pas du tout. Puisqu'il me dit, moi, une fois que j'ai été nommé, j'avais envie de l'avoir en fait. Et tu vas pour la gagne. Non, mais je comprends. Moi, j'ai perdu ça. J'ai vraiment perdu ce truc de besoin de reconnaissance à droite, à gauche. Ce qui m'intéresse, c'est quand les gens sortent de la salle. Ouais. Ce qui leur parle, est-ce qu'ils ont passé un bon moment, est-ce qu'ils regrettent pas d'être venus, est-ce qu'ils regrettent pas d'avoir payé, est-ce que c'est tout ça qui m'importe. Les Molières, si l'avoir, ce serait cool pour le public, pour se dire. J'ai envie de voir ton discours, moi. Perso. Ouais, je pense que ça peut être un bon moment de télé. Je pense qu'il peut me le faire gagner juste pour ça, juste pour dire il y a Rachida Dati alors. Comment elle va? Comment va-t-elle en préparant son procès? 1 heure à tuer. Ou un peu plus, je ne vous le cache pas, il y en a un peu plus, il vous le mettra quand même. Un spectacle qui s'intéresse entre autres choses aux affaires judiciaires de ceux qui nous dirigent, nombreuses les affaires, qui envisagent Batman comme un crevard, qui rit de tout et avec tout le monde, avec des fulgurances de type « La France, c'est le Montessori du racisme ». Oui, tu peux exprimer ton racisme à ton rythme, voilà. Non mais tu veux dire qu'on est dans une forme d'éducation bienveillante, des ségrégations diverses et variées. Ouais, là, sur ce passage-là où je dis que les gens les plus heureux politiquement dans notre pays en ce moment, c'est les racistes, quoi. Tu vois, on s'occupe d'eux, ils savent même plus pour qui voter, ils ont envie de voter 2 fois, tellement il y a de la proposition raciste dans tous les sens, mais pas que. C'est-à-dire que le mécanisme de division est parfaitement en place, que ce soit sexisme, racisme, homophobie, religion. Le plan se déroule sans accroc. Ouais, on se tape dessus entre nous et on regarde pas ce qui nous exploite au-dessus. Ceci dit, puisque tu parles de religion, je crois que tu es possiblement un des seuls, peut-être avec Ricky Gervais, à aborder une catégorie de la population dont on ne parle jamais, les athées. Ouais, les non-croyants. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est que les non-croyants ne sont pas considérés comme une communauté. Ouais. Alors que les autres communautés sont sollicitées dans les débats, etc. Les gens qui disent, moi, après, il y a un générique de fin et c'est terminé, on les entend pas. On les entend jamais et je trouve ça dommage. Et tu as raison, ce sont probablement les gens les plus dangereux. Parce que partant de ce principe... Il n'y a pas de récompense à la fin, donc ils n'ont aucune bonne raison de bien se comporter. Donc il faut les ménager, ces gens-là aussi. Méfiez-vous des athées. Et puis même là, je vois que c'est quelque chose d'important même pour les gens, parce que je pars d'une statistique en fait qui dit qu'il y a 51% de gens qui ne croient pas en Dieu. Donc les non-croyants sont une majorité. Donc je suggère aux croyants peut-être parfois de faire moins de bruit, sinon vous allez énerver les athées. Et ils ont une morale aléatoire. Et parmi les multiples sujets abordés, celui-ci. Non, mais en plus, c'est quand même, on est là, on rigole, mais c'est une technique bien rodée. Leur but, c'est de faire passer le féminisme pour un danger. C'est dangereux quand, le féminisme, concrètement? Parce que le féminisme, c'est des idées, c'est des manifs, c'est des livres. Bon. Allez, au pire, tu te coupes un doigt quand tu tournes une page, mais je veux dire, ça va. Il n'y a pas de grande violence liée au féminisme, tu vois. Après MeToo, il n'y a pas eu la grande nuit des maricides. Et les femmes se sont pas coordonnées tout ensemble le même soir à étouffer leur mec dans leur sommeil. C'est qu'un petit voyage, bébé. Il n'y a pas eu le massacre de la Saint-Barthélemy, on est bien. Est-ce une idée que je trouve tout à fait séduisante? Comment tu poursuis sur une idée qui implique de l'outillage de jardin et beaucoup de souffrance pour les mâles. La perspective pour nous, les filles, de potentiellement se faire de très jolis colliers. Pourquoi est-ce que tu es allé sur ce terrain-là? Parce que je suis parti de la phrase « c'est toutes des hystériques ». J'entendais tout le temps hystériques. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font concrètement depuis des millénaires qu'elles se font insulter, agresser, violer, tuer, etc. Et je me dis, finalement, je les trouve assez soft par rapport à tout ce qui leur arrive. Je dis là, elles en sont au collage. Ça va, une feuille, une lettre, on est cool. Et je me dis, peut-être si vous vous énerviez plus, ça irait plus vite. Parce que je regarde tout ce qu'on fait, n'importe quel oppressé dans l'histoire humaine. Il y a un moment, la libération s'est passée avec un choc un peu plus violent, quoi. Donc c'était prendre à revers ce truc de c'est toutes des hystériques. Non, moi je les trouve assez calmes. Et il y a aussi une petite partie
tout à fait remarquable et appréciable sur les mascus. Donc, moi, toi, tu peux parler sur ce dossier. Moi, si j'y vais, je risque d'avoir des ennuis parce qu'on connaît le principe de cette communauté qui est quand même très... de la menace de mort. Mais je me permettrai quand même de rappeler cette phrase de Margaret Atwood. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent. Voilà. C'est pas le même niveau de gravité, quoi. Non, c'est ça. On joue toujours pas à armes égales. Ouais, bah non. Puis le masculinisme, voilà, j'essaie de décrypter ça de ma fenêtre, moi, où je dis, moi, je vois pas des grands monsieur virils, je vois des petits garçons à qui on a dit t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus intelligent, puis après ils grandissent. Et il y a une autre petite fille qui dit bah non. Et les autres femmes, elles partagent pas la vie de maman, quoi. Bah, c'est ça. Et ça les frustre, ils sont pas contents. On poursuit la conversation dans un instant. D'ici là, on écoute Nas avec As We Enter. Le score sur Radio Nova. Nas et Damian Marley, As We Enter, est toujours en compagnie de Walidia. La musique te satisfait toujours ? Toujours. Non, vraiment, il y a un contrat à remplir. Il y a un bon choix, là. Il y a de l'écoute. Ouais. Bon. Question de but en blanc. Est-ce que c'est pas usant parfois de devoir avoir un avis ou en tout cas d'avoir un point de vue sur les choses ? Si. Des fois, t'as envie de dire, je pense rien. Mais en fait, c'est déjà comprendre que ton avis n'est pas important. Quand t'as compris ça, tu vas la fermer de temps en temps. Tu vas dire, là, j'ai rien à dire de pertinent. Et tu y arrives ? Ah oui, bien sûr. Souvent, je reçois plein de messages. Pourquoi t'as pas fait de chronique cette semaine ? Parce que soit ça a déjà été dit, soit tout le monde a soulevé tous les angles possibles de cette affaire. Donc, j'ai rien d'autre à dire de plus que ce qui a déjà été dit. Soit j'ai juste pas envie, soit j'ai appris à comprendre que je suis pas non plus obligé de réagir à tout. Est-ce que tu as le droit de t'en foutre aussi ? C'est une vraie question. Ouais, mais c'est difficile de s'en foutre. Ouais. Mais tu peux aussi le vivre intérieurement. T'es pas toujours obligé d'aller ouvrir ta gueule sur X ou Y. Parfois non. Parfois je dis rien. Et parfois je dis trop, mais parfois je dis rien. Avec l'humour que tu pratiques, il y a l'obligation d'être extrêmement précis, d'être factuel. Être informé, c'est aujourd'hui un enjeu. Comment est-ce que toi tu fais ? Il y a quand même beaucoup de médias indépendants aujourd'hui qui font le travail. Et puis, justement, les médias orientés, etc., c'est aussi bien de les regarder pour voir quels sont les arguments et la propagande et les éléments de langage de telle ou telle frange d'idéologie, quoi. Donc, tu t'informes parfois par la désinformation aussi, en voyant quel est le plan, quel est l'objectif. Donc, tu vois où ils veulent aller et c'est là que tu peux démonter l'absurdité et le manque de logique derrière, quoi. Donc, aujourd'hui, l'info, il y en a partout, il faut apprendre à la lire. C'est surtout ça, il faut vraiment apprendre à la lire plutôt que de se dire j'ai une source et je bouge plus, puis sortir de sa bulle algorithmique aussi. Enfin, tu vois, il y a tout un travail de distance à faire. Alors justement, puisque tu parles de distance, il y a de la distance par rapport à l'info, il y a la distance aussi avec le temps. C'est-à-dire j'imagine, il y a parfois la tentation de se précipiter sur une actu à un moment où il faudra un peu freiner parce que le recul est extrêmement important. Et ouais, c'est tout la lutte en fait face à ce qu'on appelle buzz, etc. De se dire là je suis pile dans le moment, si je le sors là c'est bien. Mais est-ce que ce que tu dis, ça a un impact ? Est-ce que, déjà, c'est drôle ? Parce que parfois, t'as des petites vannes comme ça, mais tu dis, on peut être plus efficace, mais pour ça, il faut du temps, il faut écrire, il faut réécrire, il faut corriger, etc. Donc, j'ai de la chance de ne pas être pressé. C'est-à-dire que je ne dois pas tout de suite faire 15 vidéos par semaine pour que les salles, il y ait des gens, etc. Donc, je ne suis pas dans cette course-là. Mais, clairement, il faut... pour aller un peu plus loin que ce qui se fait, il faut toujours avoir le temps de faire sa recherche. Prendre position dans un monde qui est légèrement polarisé, c'est s'aliéner des gens, forcément. Quand on fait un métier comme le tien, comment est-ce qu'on s'en accommode ? Pareil, il faut se délester de ce besoin d'amour permanent, de dire je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde me trouve génial. Non, il y a plein de gens qui trouvent que je suis le dernier des connards. C'est pas grave. C'est pas des gens avec qui j'ai envie de bouffer, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de partir en week-end, donc je m'en fous en fait. Je m'en fous, surtout que c'est des gens qui en veulent à ton intégrité, parfois physique. Donc, est-ce que j'ai besoin de les contenter ? Non, je m'en tape. C'est un je m'en foutisme bien placé, quoi. Et alors, remettre du sens, parce que c'est aussi ce que tu fais via l'humour. Est-ce que, je vais pas te faire le coup de on vit dans un épisode de South Park, mais quand même pas loin, et qui serait potentiellement écrit par une IA, et pas la meilleure. Non, mais je veux dire, remettre du sens, est-ce que c'est de fait aujourd'hui plus compliqué ou plus facile ? C'est-à-dire qu'en fait... C'est des trucs qui sont tellement zinzin que j'imagine que tu dois être battu parfois parce que t'entends dans la vraie vie ou dans l'actu. En fait, c'est d'arriver à trouver du décalage dans un truc qui est complètement décalé déjà. Mais c'est surtout se dire...
faut pas hésiter à réenfoncer des portes ouvertes parfois. Ouais. Parce que il faut redire, j'ai l'impression, la guerre ça pique, le viol c'est pas bien, la corruption c'est caca. Enfin, tu vois, c'est des trucs que t'es obligé de les remettre. Parce que dans le discours général, c'est devenu des choses qui passent, qui ont le droit d'exister, etc. Donc, parfois, on a cette impression, quand on fait ce type d'humour-là, de dire faut vraiment que je dise ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Selon ma morale à moi, ça ne l'est pas. Bah ouais, il faut le faire. Il faut pas hésiter à faire ça parce que le décalage est tellement grand quand tu vois ce que va dire un Trump ou etc. Ouais, t'es obligé de revenir à des trucs basiques, mais et parfois même, il faut aller plus loin parce que si tu n'es que en réaction à ce qu'il raconte, tu passes ta vie à courir derrière chaque propos de chaque gueudin. Tu vois, non. Donc parfois, il faut aller plus loin. Et démonter même avant que ça existe. De fait, un spectacle comme le tien est forcément évolutif. Oui. Oui et non, en fait, parce que... Par exemple, les thématiques restent semblables, mais moi je me souviens quand je l'ai vu, Bayrou n'était pas encore Premier ministre, tu parlais des affaires judiciaires, est-ce que lui encourait à l'époque, il est Premier ministre. J'en ai juste rajouté. Mais les noms changent, mais les phénomènes ne changent pas. Je vois mon spectacle C'est pas désespérant, ça ? Non, mais parce qu'en fait, il faut pas se placer à l'échelle de la semaine prochaine. Il faut se dire, je serai pas là pour voir la société changer, c'est pas grave. Je serai mort bien avant que la corruption s'arrête, c'est pas un souci. Mais tu participes à la freiner, à donner aux gens certaines armes de réflexion par rapport à ça, certaines envies, rebooster les gens aussi, parce que le fait qu'ils se voient dans la salle avec ces milliers de gens qui se disent, en fait, tout ce qu'on pense dans notre chambre, dans notre salon, on s'énerve, on serre les dents à chaque fois qu'on les voit passer aux infos, là, en fait, on est plein à penser comme ça. On n'est pas seul, contrairement au discours général, médiatique, etc. Ça sert à ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ce n'est que ça. Il faut rester à ça, pas essayer de changer le monde avec 3 vannes, ça ne marchera pas, mais y participer. Alors, changer le monde, ça tombe bien que tu prononces cette expression. Non, ça tombe vraiment extrêmement mal parce qu'on va marquer une pause publicitaire. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Walidia. Oui, non, t'es pas parti en fait. Là, vraiment, ça c'est plutôt cool et je t'en remercie. Je voulais qu'on fasse un peu d'histoire, ou en tout cas qu'on remonte dans la tienne. Les premières personnes à t'avoir fait rire, toi, c'est qui ? Et c'était quel genre d'humour ? En humoriste, tu veux dire ? Ouais, ou même de manière générale. C'est beaucoup. Moi, c'est les gens. J'ai toujours été entouré de gens très, très marrants. Ouais. Très, très marrants. Et en fait, ça me fascinait. Je trouvais ça, ce pouvoir-là qu'avaient ces gens-là de capter l'attention, de détendre parfois des situations très compliquées avec 2 mots, 3 mots. Je trouvais ça génial. Et même j'avais des potes, ils savaient imiter des gens, etc. Je trouvais ça dingue. Ouais. Et moi, j'en étais pas capable. J'en étais pas capable, trop timide, trop réservé. J'avais même pas ce timing de « Ah, tac, c'est là qu'il faut lancer la phrase », etc. Et en fait, ça m'a fasciné bien avant les humoristes. Et alors, les premiers humoristes, du coup ? Moi, j'ai écouté Rire et Chanson avec mon père, beaucoup. Ouais. Donc, j'avais les anciens, les Raymond Devos, Guy Bedos, Coluche, Pierre Desproges, etc. Donc, qui serait aujourd'hui en prison, rappelons-le. C'est très important de le marteler à fréquence régulière. Ça aurait été compliqué pour eux. C'était trop tentant. Après, nous, on a une théorie là, avec des gens avec qui je travaille. On se demande comment ils auraient tourné avec l'âge. Mal. C'est pas. On le sait. Wally, zéro doute là-dessus. Ils auraient fait un petit... Comme beaucoup... Pardon, c'est horrible ce que je veux dire. Les gens de gauche de cette époque ont quasiment tous fait un petit virage vers la droite. C'est ça. Donc plus ou moins. Je me demande quel aurait été un Coluche à 70 ans. Tu vois, un Pierre Desproges à 60-70 piges. Qu'est-ce que ça aurait donné ? J'en sais rien. On peut pas prédire ça, mais bon, on a vu quand même pas mal de choses qui ont mal fini. C'est dommage, quoi. Donc je me dis, alors, on va pas dire c'est génial qu'il soit mort, pas du tout. Non. Mais que serait-il devenu ? Est-ce qu'ils seraient dans une émission sur W9 ? Que sont-ils devenus comme ça à faire des trucs peut-être qu'on n'aurait pas soupçonnés ? Ou peut-être chroniqueurs dans des émissions d'opinion. Pardon. Non. Allez, on parlait de choses drôles. Il paraît que ceci fait partie de ton ADN, je te le soumets. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Si nous parlions de moi pendant que vous dînerez, pourquoi tu vas monter dans ta chambre. Bonne nuit, Antoine. Et quant à vous, brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Justement, faut voir l'oublier, hein. C'est pas du tout gentil, on peut faire un Monsieur Fernand, s'il vous plaît. Allez, hop.
Soit les manières gagneront ce que l'affection y perdra. Eh ben c'est ça, c'est moi, moi. Allez. Les tontons flingueurs. Alors, il est vrai qu'il y a quelque chose de ce phrasé-là dans ta manière de parler, mais est-ce que ça fait vraiment partie des premières choses qui t'ont épaté et fait rire ? En fait, je les ai compris beaucoup plus tard. Je les ai vus Ouais. très jeunes. Mes parents faisaient passer ça sur la télé, etc. Mais je comprenais rien. Ça m'intéressait même pas tant que ça. Mais quand je les ai revus plus tard, j'ai été complètement retourné par cette manière de parler, par cette manière de faire, par ce verbiage incroyable où je t'insulte pendant une demi-heure, mais t'as l'impression que je te récite une poésie. J'ai trouvé ça, j'ai dit c'est ça. C'est comme ça qu'on devrait parler tous dans la vie. Et non, je trouve ça, voilà, c'est Audiard et d'autres, mais je trouve que c'est, en tout cas dans l'humour, c'est une manière de justement de pas appuyer les vannes, de pas faire des grosses chutes. Tu vois, il y a un truc très très expert dans cette manière de parler, et surtout c'est un vocabulaire incroyable. Après ce spectacle, après cette tournée, tu vas faire quoi ? Dormir un peu, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup en ce moment. Et puis préparer la suite, nouveau spectacle. Déjà ? Ouais. Mais c'est pas dur de lâcher un spectacle ? Alors, en fait, c'est dur si tu fais l'erreur de rien écrire pendant que tu joues ce spectacle-là. Moi, j'ai déjà écrit des choses pour le spectacle d'après, donc tu recommences tout de suite. T'as déjà des armes, t'as déjà des trucs que t'as envie de tester. Donc c'est comme ça que je fonctionne maintenant, pour justement pas avoir ce gouffre où t'as un truc qui est super rodé, qui fait 2 heures, tu sais que tu peux tordre une salle avec, et après tu reviens devant ta feuille, Macron, démission. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, tu vois, t'as rien, donc je crée déjà quand je suis dans cette confiance de scène, parce que du coup tu peux, voilà, t'as la vibe, t'as l'énergie qui va avec, donc tu vas pas flancher. Donc après le spectacle, un autre spectacle. Ouais, pas tout de suite quand même. Ouais. Mais peut-être des projets ciné ou séries on vont venir va s'insérer faire un peu de là-dedans. fiction. On va aller voir ce qui se passe de ce côté. J'ai la chance d'être sollicité un peu par des gens qui ont envie de travailler avec moi. Pour jouer un policier encore, parce que j'ai noté quand même dans ta beaucoup de teuf, ouais, mais c'est bien d'être à contre-emploi. Non, mais voilà, mais là il y a d'autres trucs qui sont vraiment dans des univers qui me ressemblent énormément. Et j'ai connecté avec des gens géniaux dans ce métier-là, et donc j'ai hâte de commencer. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser la main, puisque c'est toi qui feras la playlist de la dernière demi-heure. On écoute Tyla avec Push to Start. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Tyla sur Nova avec Push to Start, est toujours en compagnie de Walidia, et c'est le moment de te soumettre à normalement l'épreuve redoutée des invités. J'essaye de mettre un peu de pression et ça ne marche pas. En fait, vraiment, tout le monde s'en fout, car tout le monde s'en sort très bien avec ce questionnaire. On va parler de musique. L'idée, c'est que tu me répondes du tac au tac, et moi, j'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. D'accord. Ce qu'il faut, parce que je le ferai quand même. Tu es prêt ? Ouais. Allez, quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance ? Je dirais Bob Marley, Redemption Song. Ok. Le titre qui symbolise le mieux ton adolescence ? Wu-Tang, Protection Neck. Ok. Ton hit de karaoké ? J'y vais pas dans ces trucs-là. J'adorerais que d'un seul coup, il y ait une espèce de lâchage. Moi, Michel Sardou, of course. Alors, Connemara, je pense que je peux vomir en même temps. Bonne question. Je cherche ce que je pourrais chanter. Un Brel ou un... Non Brel, c'est quand même... Faut pousser la chansonnette, Brel. Je pourrais, mais... non, Brassens plus, tu vois. Et Quand on est con, tout ça, ce genre de truc où ça chantonne doucement. Ok. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Tu peux trouver du sombre rock japonais. Franchement, si tu investis ma playlist, tu dis qui est-il ? Qui est cette personne ? Qui sont-ils ? Qui sont-ce ? Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? MOP Anti-Hop. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Les Lacs du Connemara. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Ça pareil, c'est pas mon ambiance, les comédies musicales. Je crois que je me suis fait happer par Notre-Dame comme tout le monde. Ouais. Mais parce que j'avais pas le choix. Parce que j'étais petit, il est venu le temps des cathédrales. Ouais, voilà. Non, sinon, c'est quoi ? C'est Les Rois du Monde, c'est Roméo et Juliette. C'est celle-là. Là, normalement, je me retourne vers Quentin, parce que tous les dossiers comédie musicale, Les Rois du Monde, c'est tout à fait. Nous, on vit le jour. Non, nous, on... je sais pas. Vis la nuit, jour après jour, nuit après. Je sais que tu l'as, ça va. Ça, je peux taper un délire. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Là, en ce moment, c'est Blue Notes de Meek Mill.
Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien, te débarrasser une fois que tu l'as en tête, mais catégorie pénible. Ah, mais ça, c'est les trucs de ma fille. Là. Une puce, un pou. Ah là là, j'ai envie de tuer des poux. Oui, mais ce sont des créations originales. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit au générique de dessins animés. Non, moi j'ai. Car j'ai eu beaucoup de daronnies en détresse de trop rigolo. Et ouais, mais nous, interdiction des écrans à la maison. Ah bah voilà. Voilà. Non, il y en a quand même, j'abuse. Mais, une puce, un pou, assis sur un tabouret, jouer aux cartes, la puce se perdait. Voilà, il va lui tordre le cou quand même à un moment donné. Allez, formalité remplie. Je rappelle donc que le Festival d'humour de Saint-Denis, la 3e édition, ça se déroulera du 29 avril au 3 mai. C'est en partenariat avec Radio Nova. Et j'en profite pour annoncer que vous pouvez gagner des places pour le festival sur nova.fr via l'article Nova M. Magnifique. Et oui, et je rappelle aussi que tu es en tournée et que toutes les dates sont à retrouver sur les différents réseaux sociaux qui te sont consacrés. Sur le web. Tout à fait. Et c'est le moment de passer à ta playlist, car tu es le curateur de la demi-heure qui vient. Et pour démarrer, tu as choisi Kendrick Lamar avec Money Trees. Pourquoi ce titre ? Kendrick, ça fait très longtemps que j'écoute ce qu'il fait et ça reste un des rares rappeurs, surtout US, qui n'a pas sombré dans le money, house and clothes. Donc c'est bien d'avoir des piliers qui bougent pas. Le score sur Radio Nova. Bill Withers pour clore le score consacré à Walidia. Merci 1000 fois d'être passé par ce merci studio. De m'avoir reçu. C'était un plaisir. La tournée, n'hésitez pas à aller voir Wally sur scène. Si vous pouvez, en fait. C'est vraiment... Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, c'est le mot d'ordre. Et sinon, évidemment, le Festival d'humour de Saint-Denis du 29 avril au 3 mai. Dépêchez-vous. On conclut là-dessus. Dépêchez-vous. Et il est 20h. Il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.